Chers maîtres, Monsieur le Président du Conseil national des barreaux, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil national des barreaux, Monsieur le Président de la Conférence des bâtonniers, quoique je vienne vous saluer, parmi les membres du bureau du Conseil national des barreaux, Madame la représentante du Premier Président de la Cour d'appel de Paris, Mesdames et Messieurs les bâtonniers, Mesdames et Messieurs les avocats, chers maîtres, merci pour votre accueil, chers amis, parce que je suppose que vous avez quelques invités qui ne pratiquent pas forcément la défense des justiciables. Merci pour votre accueil, je suis ravie d'être là. J'ai été extrêmement sensible à la préoccupation du président du Conseil national des barreaux sur mon rang ministériel. Le numéro 3 signifie quand même que le président de la République et le Premier ministre ne déconsidèrent pas la justice. Mais ce que je peux vous dire, c'est que même si j'étais numéro 30 du gouvernement, je produirais le même travail. Je veux vous remercier pour votre invitation, parce que j'ai la chance de faire un travail passionnant. Difficile, avec des partenaires qui effectivement campent à la chancellerie, et je réfléchis d'ailleurs au visa d'expulsion prochainement, mais passionnant néanmoins. Je vous remercie pour votre invitation. Vous avez vu à quel point je suis accourue vite et passionnément, parce que je veux saluer ces états généraux du droit de la famille que vous avez instaurés, dont la Fondation vous doit. Depuis une dizaine d'années, puisque vous en êtes à votre 10e édition, mais je sais surtout à quel point ces travaux ont eu une influence bénéfique sur l'évolution et la réforme du droit de la famille qui est au cœur de notre Code civil. Et au-delà des documents que j'ai pu consulter, le court diaporama qui nous a été projeté montre à quel point ce rendez-vous est à la fois intense et à quel point, en fait, il s'inscrit dans le temps, et sans doute que d'édition en édition, vous avez pu vous-même identifier la part que vous avez prise dans l'évolution de ce droit de la famille. Ce droit de la famille a engrangé ces dernières années un certain nombre de conquêtes sur la liberté et l'égalité, et ces conquêtes, nous vous les devons très largement grâce à vos travaux de réflexion. Si aujourd'hui le droit de la famille participe incontestablement à la régulation des rapports sociaux, il n'en fut pas toujours ainsi, parce que les rédacteurs du Code civil n'ont pas consacré au droit de la famille une place importante, ils n'y ont pas réservé en particulier ni un titre ni un chapitre, ils n'ont pas expressément non plus défini la famille en tant que telle, alors que dans notre Code civil, il y a de multiples définitions dans le droit des biens et dans le droit des obligations. Et si les rédacteurs du Code civil ne l'ont pas fait, ce n'est pas parce qu'ils étaient visionnaires et qu'ils imaginaient que la famille évoluerait de façon aussi significative qu'elle le fit, mais simplement parce qu'ils étaient plutôt stationnaires et qu'ils avaient une vision de la famille qui était figée, puisque Portalis lui-même disait que la famille est la pépinière de l'État et que c'est le mariage qui forme la famille. Je cite Portalis avec grande précaution. Je sais que dans le milieu juridique et judiciaire, il est très chic de citer Portalis. Je le cite avec grande précaution, non pas que je ne veuille reconnaître l'esprit brillant, c'en était un, mais parce que je ne suis pas indifférente au régime de l'époque, au consulat, qui n'était pas démocratique. Et ces jours-ci, j'ai quelques comptes à régler avec le consulat, notamment sur un texte de loi que je défends devant le Parlement, un texte de loi qui révèle d'ailleurs à quel point une partie de notre droit est restée immobile, je pense au droit des obligations, au droit des contrats, alors que le droit de la famille, justement, lui, a évolué. Et ce même Portalis disait qu'il ne fallait toucher au Code civil que d'une main tremblante. Mais concernant la famille, heureusement que le législateur, lui, s'est exonéré de cette
injonction de toucher au code civil que d'une main tremblante. Et heureusement que depuis la fin du XIXe siècle, et particulièrement ces 50 dernières années, il s'est permis de toucher au code civil sur le droit de la famille, il s'est permis de tenir compte justement des débats, des conquêtes sur la liberté et l'égalité, de façon à reconnaître la nécessité d'introduire dans le code civil les modifications que la société elle-même impulsait dans la vie de famille. Mais ces conquêtes n'ont pas été ni simples à inscrire dans le droit, ni rapides, et notamment pour la partie la plus vulnérable de la famille. Je pense à la femme, bien entendu, la femme qui pendant longtemps est restée incapable, perpétuellement mineure. Et ce n'est qu'en 1938 que l'incapacité juridique de la femme et son devoir d'obéissance seront supprimés de la loi. 1938, évidemment, personne, ni dans cette salle, ni dans les autres salles qui nous écoutent, vos confrères et consoeurs, personne n'était né, mais nos mamans l'étaient. Et en 1938, donc, la loi met enfin un terme à l'incapacité juridique et au devoir d'obéissance. Il faut attendre encore une trentaine d'années, presque, pour que la liberté professionnelle de la femme soit reconnue. La femme, en tant qu'épouse, constate donc ces lents progrès. La femme, en tant que mère, doit attendre 2002 pour que l'exercice en commun de l'autorité parentale soit inscrit dans la loi et qu'il n'y ait plus de distinction entre le père et la mère. Concernant les enfants, les progrès seront lents aussi, chaotiques, et c'est seulement en 2004 que toute distinction entre les enfants sera supprimée, entre les enfants naturels, légitimes, adultérins. Ces distinctions abominables existaient encore dans notre droit. Concernant les unions, évidemment, le Code civil, lui, de 1804, ne reconnaissait qu'une union, Portalis l'a dit, le mariage entre un homme et une femme. D'où l'inutilité de définir la famille. Mais heureusement, la vitalité humaine fait que les unions ont évolué et elles ont changé. Et le législateur est obligé de reconnaître le libre choix dans le mode de conjugalité entre le concubinage, le pacte civil de solidarité, le mariage, qui jusqu'à l'année dernière était réservé aux couples hétérosexuels et qui désormais est ouvert aux couples homosexuels. Il y a donc une évolution, une conquête de liberté et d'égalité. Et aujourd'hui, nous sommes face à une stricte égalité entre l'homme et la femme, au moins formelle, pour choisir le mode de conjugalité. Bien entendu, cette évolution a ses effets, et parmi ces effets, c'est le recours au juge. Le recours au juge parce que jusqu'à la reconnaissance de cette liberté individuelle au sein du mariage, liberté individuelle qui inclut bien entendu le droit au divorce, qui était inscrit dans la Constitution de 1791, mais qui avait été supprimé entre-temps avant d'être rétabli près d'un siècle après. C'est cette liberté individuelle qui fait que le chef de famille n'est pas celui qui fait désormais la loi dans la famille, qui impose les injustices qui lui conviennent sans que l'État s'en mêle. Désormais, l'État s'en mêle par le juge, et c'est bien parce que 60% des affaires familiales, des affaires civiles, sont des affaires familiales. 60%. Donc il y a, de la part de la famille, une forte consommation, un fort appel au juge, à la justice. Et nous allons examiner donc comment le juge est entré de plus en plus dans la vie de famille, sous deux angles qui vous concernent particulièrement et que vous allez traiter au cours de vos travaux. D'une part, la médiation que vient d'évoquer Monsieur le Président du CNB, la médiation et le recours au droit collaboratif, et d'autre part, le divorce par consentement mutuel. Sur la médiation, nous avons une enquête qui a été réalisée en novembre 2013 et 3003 personnes ont été interrogées. C'est donc un panel significatif. Et 67% de ces 3003 personnes estiment
qu'il vaut mieux trouver une solution négociée dans le cadre juridique en cas de divorce ou de séparation. Ces résultats sont tout à fait intéressants. En tout cas, cette estimation est tout à fait intéressante. D'abord parce qu'elle dit la pertinence de notre droit sur la médiation familiale, ce droit qui est inscrit dans notre Code civil depuis 2002 et qui a été consolidé en 2004. Elle dit la pertinence et je crois que les mesures, les dispositions sont plutôt satisfaisantes dans leur énoncé. Mais cette appréciation dit aussi qu'il faut développer la médiation familiale, qu'il faut mettre en œuvre certainement des expérimentations sur des dispositifs spécifiques qui nous permettent de voir comment la médiation familiale peut aider à régler les problèmes au sein de la famille. Nous avons 2 expérimentations en cours. J'ai décidé en 2012 de mettre en place le financement nécessaire pour des expérimentations qui avaient été prévues par la loi dans les juridictions d'Arras et de Bordeaux. Ce sont des expérimentations spécifiques. Dans l'une, il s'agit de convoquer devant le médiateur les parties avant le premier rendez-vous chez le juge. Et dans l'autre expérimentation, il s'agit d'inciter les parties, dans le cadre du contentieux post-divorce et pour les mesures qui ont déjà été tranchées, de les inciter à recourir à la médiation familiale. Je sais que vous êtes nombreuses et nombreux à vous être formés sur la médiation ainsi que sur le droit collaboratif, qui suppose d'ailleurs la signature d'une charte selon laquelle l'avocate, l'avocat s'engage à mettre en œuvre une solution consensuelle et à se désister en cas d'échec. Mais il est certain que cette médiation et ce droit collaboratif changent de façon assez conséquente la culture de votre profession. Parce que dans ces configurations, l'avocate, l'avocat n'est plus exclusivement le porte-parole de son client, il devient une espèce de go-between, une personne qui va aider les parties à construire ensemble une solution. Et tout cela, et vous le disiez tout à l'heure, Monsieur le Président du CNB, amener les parties à approfondir, à explorer, à élaborer. Et tout cela sous l'ombre du juge parce que les parties, en cas d'échec, peuvent à tout moment saisir le juge. Nous devons donc examiner de plus près comment s'effectuent ces médiations et ce droit collaboratif, parce qu'évidemment, il faut regarder pour le justiciable si, du point de vue de la durée, du point de vue du coût, il ne se trouve pas pénalisé. C'est une évaluation à laquelle nous allons procéder en très forte concertation avec la profession. Concernant le divorce par consentement mutuel, je ne sais pas bien comment il fallait prendre, Monsieur le Président du CNB, tout à l'heure, votre observation sur la durée de votre mariage avec votre première épouse. D'abord, pour la durée, je ne sais pas si c'est vous qui méritiez d'être applaudi. Quant au numéro, la première, ça me demeure énigmatique. La question du divorce par consentement mutuel est un vieux débat, c'est un vieux sujet de débat, vous le savez. C'est un sujet récurrent d'ailleurs, puisqu'il est revenu récemment sur la scène publique. Au point que ce faux débat qui est revenu sur la scène publique a suscité chez vous quelques préoccupations. Et puisque vous avez vos entrées, vos sorties à la chancellerie, vous êtes venu me voir pour me demander des explications, pour me sommer de vous en fournir. Ce ne sont pas ces méthodes. Parce que simplement un journaliste qui fait son travail est allé puiser parmi les 268 recommandations des rapports issus des groupes de travail que j'ai installés en début d'année pour réfléchir et faire des préconisations sur une réforme judiciaire pour que la justice du XXIe siècle soit au service du justiciable, en considérant la diversité de ses demandes, les particularités de chaque justiciable, et, y compris ses demandes contradictoires d'ailleurs, et ses attentes.
Donc il a saisi juste ça. Lui-même ou un autre avait quelque temps avant d'ailleurs puisé dans le même vivier, les 268 propositions. Quelques semaines avant, dans le même quotidien, un journaliste avait puisé, il avait titré « Taubira se prépare à dépénaliser le cannabis ». Évidemment, moi, surprise, je travaille tellement que je me dis parfois, comme il me faut me dédoubler, peut-être qu'un sosie aurait fait des déclarations. Évidemment, il était allé puiser, et très rapidement sans doute, parce que cela ne fait même pas partie des préconisations du rapport auquel il se référait, puisqu'il se référait au rapport de la commission Nadal sur le ministère public, commission qui a envisagé, dans le cadre d'une contreventionnalisation de certains délits, a envisagé, mais n'a même pas retenu dans les préconisations le fait de contreventionnaliser éventuellement l'usage strict du cannabis. Mais ça fait une première page et ça fait Taubira s'apprête à faire. Donc quelques semaines après, Taubira déjudiciarise le divorce. D'ailleurs, je me demande, pour la fréquence avec laquelle je fais la première page sur des informations inexactes, je me demande si je ne ferais pas mieux de vérifier si je ne détiens pas mon corps défendant quelques actions dans ce journal. En tout cas, je crois vous avoir rassuré, Monsieur le Président, parce que cela fait partie des éléments de discussion qui ont été soumis d'ailleurs aux ateliers qui ont réfléchi à l'UNESCO récemment. Mais je vais vous rappeler en quelques mots ma méthode. Je la croyais évidente, explicite, mais je vais rappeler ma méthode. C'est une méthode de concertation. C'est bien pour ça que sur un certain nombre de sujets difficiles, là où l'exécutif aurait toute prérogative pour trancher, je choisis cette marche difficile, compliquée, d'avancer ensemble. Et vous ne pouvez pas me faire grief depuis le premier jour où je suis arrivée aux responsabilités, de me soucier de vous consulter, de vous recevoir, de vous interroger, de vous écouter, et même parfois de modifier une décision qui avait été prise sous l'éclairage de la consultation, mais comme entre-temps vous aviez changé d'avis, ce qui est arrivé sur le décret passerelle. Donc voilà la méthode de la concertation, la méthode de la consultation, parce que je crois à l'intelligence collective. Et ce n'est pas un slogan, je la pratique et j'en connais les effets. L'intelligence collective pour moi, ce n'est pas la simple addition de vos savoirs, la simple addition de vos compétences, la simple addition de vos intelligences. C'est là qui consiste à faire ces intelligences se rencontrer, s'articuler, s'entrelacer, s'entrechoquer et donc se féconder. Et je sais qu'il en sort des choses merveilleuses. Donc sur le divorce comme sur le reste, c'est ainsi que je procède. Je dis très honnêtement, très clairement, qu'il me semble nécessaire de réfléchir au périmètre d'intervention du juge. Je le dis clairement. Et je ne parle pas, moi, de déjudiciarisation, parce que ce mot contient des malentendus. Il ne s'agit de sortir ni du cadre juridique, ni du milieu judiciaire. Il s'agit de s'interroger sur le périmètre d'intervention du juge. Parce que, et que les choses soient très claires, je ne suis pas en train de chercher des économies d'effectifs. D'abord, contrairement, nous avons estimé l'impact, parce que nous avons un texte de simplification et de modernisation, il est dérisoire. Il est dérisoire. Parce que le temps passé est dérisoire et que l'addition de ce qu'on appelle les ETPT, je ne sais plus ce que ça veut dire, équivalent temps plein, travailler, l'addition est dérisoire. Mais je me bats pour créer des emplois. Nous en créons 500 tous les ans, 590 cette année. Est-ce que je m'engagerai dans une réforme importante sur le droit de la famille pour récupérer éventuellement 10 postes de magistrats?
Donc, évacuons, s'il vous plaît. Faites-moi la grâce d'évacuer la question des effectifs. La question des effectifs, d'ailleurs, monsieur le président du CNB, je vous sais gré de m'avoir exonéré de la responsabilité des effectifs de la magistrature depuis Napoléon III. Vous avez vu la politique de recrutement que je mène, aussi bien sur les magistrats que sur les greffiers et les fonctionnaires. Votre profession, c'est votre responsabilité à vous. Donc, je ne suis pas dans cette logique. Ma logique, c'est quel est l'état de la société aujourd'hui. Si je rassemble tant de personnes, que j'interroge tant de personnes pour réfléchir à la justice du XXIe siècle, c'est que cela veut dire comment nous tenons compte de la sociologie du pays, de l'évolution culturelle, de l'évolution et de l'attente des citoyens et des justiciables, comment nous en tenons compte. Et est-ce qu'au XXIe siècle, dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel, on ne peut pas considérer que, en l'absence de conflit, en principe, et j'entends, et je l'entends d'autant mieux que j'en suis absolument convaincue, que même en cas de consentement mutuel, il y a plus consentant, il y a un plus récalcitrant, et c'est ainsi la vie. Mais est-ce que, à condition que les parties soient conseillées et accompagnées, à condition que la puissance publique veille à assurer leurs droits et la liberté de chacun, est-ce qu'on ne peut pas construire un dispositif qui leur permette de participer à l'élaboration de la solution? Parce que ça permettrait que cette séparation soit mieux réussie. Donc personne n'est évacué de cela. Personne n'est évacué. Et que l'on réfléchisse sur l'évolution de chaque profession ou de chaque métier, mais je pense que l'énergie qui consiste à faire se confronter les métiers les uns aux autres, à penser que interroger un périmètre, c'est vouloir arracher des morceaux de territoire aux uns pour les donner aux autres, non. Je ne pense pas que nous soyons condamnés dans une réflexion sur la justice du XXIe siècle à considérer qu'on est dans des soustractions, dans des arrachements, dans des rivalités, dans des affrontements, dans des antagonismes. Parce que pour moi, il est clair que vous contribuez à l'œuvre de justice et que votre contribution est irremplaçable, elle est essentielle. Et je connais évidemment votre espèce, comment ça s'appelle, les ennemis intimes entre les avocats et les notaires. Je ne crois pas que le divorce soit consommé, je pense que, mais c'est une querelle sans fin, je crois. Voilà, donc moi je fais la go-between, là, pour le coup. Je fais du droit collaboratif. Donc voilà où nous en sommes. Voilà, réfléchir ensemble. La concertation se poursuit, vous savez. Vous avez participé aux travaux de l'UNESCO et je vous en remercie très chaleureusement, toutes celles, tous ceux d'entre vous qui ont participé à ces travaux. Au premier titre, vous, Monsieur le Président du CNB, Monsieur le Président de la Conférence des bâtonniers. Je sais d'ailleurs que parmi vous, il y a des personnes qui sont sollicitées, des avocats qui sont déjà sollicités dans les juridictions parce qu'elles ont été identifiées, leur contribution a été fortement appréciée et vous êtes sollicités puisque je saisis les juridictions de façon à ce que dans le cadre des assemblées générales, les scénarios que nous avons conçus soient discutés de façon à ce que nous écrivions ensemble cette réforme judiciaire. Je vous invite à continuer à y prendre toute votre place. Maintenant, évidemment, nous avons un projet de loi sur la famille qui doit venir. Il est sur la table, vous le savez. Ce projet de loi de la famille consiste évidemment à modifier le Code civil, donc la pleine responsabilité de la chancellerie. Et dans ce cadre, vos travaux, bien entendu, sont extrêmement utiles pour nous permettre de voir quelles sont les dispositions nécessaires à introduire de façon à continuer à améliorer ces conquêtes de liberté et d'égalité. Concernant, par exemple, l'autorité parentale, nous avons installé à la chancellerie, avec la ministre de la Justice qui s'exprimera devant vous demain, de la famille, pardon, qui s'exprimera devant vous demain, nous avons installé un groupe de travail à la chancellerie qui nous a remis en décembre un rapport avec quelques propositions
dont certaines appellent des modifications à introduire dans la loi. Parmi ces modifications, il y a sans doute, et je pense que vous allez en convenir, la nécessité de préciser ce que sont les actes usuels, plus précisément en tout cas, les actes usuels et les actes importants qui permettent à un parent de décider seul ou qui nécessiteraient l'autorisation de l'autre parent. Il y a également le besoin de rendre plus efficace et plus effective l'exécution de la décision de justice. Enfin, et c'est vraiment la part de nos juridictions, il y a la nécessité d'articuler davantage, ça concerne davantage les magistrats, dans le cadre de procédures conflictuelles, articuler davantage le travail des magistrats qui interviennent, à savoir le juge aux affaires familiales, le juge des enfants et éventuellement le juge pénal. Donc nous sommes en train de travailler sur ces points et ils seront introduits dans le projet de loi famille. Évidemment, vous êtes invités à faire remonter toutes les observations, mais bien entendu, au-delà des observations, la concertation qui est la méthode permanente de travail. Nous avons la question du statut du tiers, parce que justement la sociologie a changé. Justement, cette liberté en matière de choix du mode de conjugalité fait que nous avons des situations qui sont de plus en plus diverses, et puis surtout la reconnaissance de la liberté personnelle, la réalité du caractère éphémère de certains sentiments, y compris de grandes passions parfois, font que nous sommes face à une société où les familles recomposées sont de plus en plus nombreuses. Il nous faut donc réfléchir à la façon dont s'exerce l'autorité parentale, et sans exclure le parent dont les enfants sont séparés, reconnaître et affirmer des droits à un tiers qui, lui, intervient au quotidien dans la vie des enfants. Il nous faut donc réfléchir à la façon de clarifier la délégation d'autorité parentale et le partage de l'autorité parentale. Cela doit se faire avec, bien entendu, les deux parents. Nous avons à travailler également sur les régimes matrimoniaux des familles. J'ai présenté au Sénat il y a un peu plus d'une semaine un projet de loi d'habilitation sur la simplification et la modernisation du droit et des procédures, et nous avons introduit des mesures d'assouplissement dans les règles d'administration légale sous contrôle judiciaire, règles qui nécessitaient l'intervention systématique du juge en cas de décès d'un parent pour tout acte d'administration légale du patrimoine des enfants mineurs. Nous estimons qu'il vaut mieux réserver l'intervention du juge à un certain nombre d'actes dont les effets méritent que la justice contrôle la gestion de ce patrimoine, mais que nous reconnaissions aux parents un présupposé quand même de gestion raisonnable du patrimoine de ces enfants mineurs. Il y a d'autres dispositions sur le patrimoine qui méritent d'être examinées. Je pense que vous en convenez vous-même, parce que vous faites partie de celles et de ceux qui portent des critiques sur les prestations compensatoires sous forme de rente viagère fixées avant 2000. Il y a là certainement matière à travailler de façon à ce que le sentiment qui semble prévaloir d'un divorce qui coûterait très cher longtemps, en tout cas trop cher longtemps après son prononcé, que nous apportions les correctifs nécessaires à ces dispositions si ces critiques sont tout à fait justifiées. Enfin, il y a quand même la question de l'adoption, qui est une question lourde, parce que depuis la loi de 1966, il n'y a eu que quelques modifications ponctuelles sur l'adoption. Il y a lieu donc de modifier l'adoption parce qu'elle a évolué, parce qu'il faut reconsidérer son architecture, il faut revoir exactement comment se pratique l'adoption plénière et l'adoption simple, mais c'est un travail en profondeur qu'il faut effectuer, une réflexion profonde, une large concertation. C'est ce que je souhaite, donc j'espère que vous accepterez d'y prendre votre part. Mesdames et messieurs les bâtonniers et avocats, chers maîtres, vous exercez une belle œuvre, l'œuvre de justice. Et vous, avocats de la famille, vous accomplissez un travail très, très particulier. Vous le faites parfois dans le cadre de l'aide juridictionnelle.
Et lorsque vous le faites dans le cadre de l'aide juridictionnelle, vous le faites aussi consciencieusement et aussi rigoureusement que lorsque vous êtes rémunéré par des honoraires. Parce que pour vous, il s'agit d'un engagement. Et c'est un engagement qui mérite d'être salué parce que c'est votre conception de la solidarité, du droit et de la démocratie qui motive cet engagement. Et c'est par respect pour cet engagement, et c'est parce que je suis convaincue que l'aide juridictionnelle doit cesser d'être une ligne budgétaire exposée aux intempéries financières que je veux construire une grande politique nationale de solidarité sur l'aide juridictionnelle. Et c'est pour ça que je m'obstine depuis l'année dernière. Et c'est pour ça que je n'ai pas commandé un énième rapport. Sous 10 ans et 6 rapports de qualité, tout le monde sait qu'il faut réformer l'aide juridictionnelle. Et pourtant, les gouvernements successifs ont laissé l'aide juridictionnelle, dont la réforme était estimée urgente en 2006, l'ont laissé dépérir. Je veux construire une grande politique nationale de solidarité de l'aide juridictionnelle, une vraie. Et c'est pour ça qu'effectivement, depuis un an, je dis que je ne cherche pas 60 millions d'euros, j'en cherche 300. 300 parce que je veux remonter le plafond de ressources. Le plafond de ressources actuel est inférieur au seuil de pauvreté. Je veux élargir le champ contentieux. Je veux qu'un certain nombre de contentieux qui se développent dans ces périodes difficiles puissent être éligibles à l'aide juridictionnelle. Depuis que je suis aux responsabilités, le travail que j'effectue au niveau de l'Union européenne a abouti, vous le savez, à ce que l'audition libre permette l'intervention de l'avocat. Et que là aussi, nous allons donc élargir le champ de demande d'aide juridictionnelle. Et surtout, je considère que sur certains contentieux, l'unité de valeur qui n'a pas été revalorisée depuis plusieurs années doit être revalorisée. Non pas à la hauteur de ce qu'il faudrait, mais au moins une hauteur décente pour que vous n'ayez pas de moue de mépris lorsque vous parlez de cette indemnisation, parce que je dois reconnaître aujourd'hui que cette moue de mépris est parfaitement justifiée. Voilà pourquoi je cherche 300 millions d'euros pour arriver à faire cela. Pour que votre engagement, qui restera un engagement, parce que même si on doublait l'unité de valeur, la qualité du travail que vous fournissez ne rémunérerait pas la prestation que vous assurez auprès de justiciables. Mais il nous faut au moins atteindre un niveau décent d'équivalence pour l'unité de valeur. Alors je cherche, mais je cherche avec vous, vous savez bien, depuis un an, je vous ai proposé d'explorer un certain nombre de solutions. Et je me permets de vous rappeler, Monsieur le Président du CNB, que même lorsque j'avais retenu, parce que, évidemment, la première solution que j'ai retenue, la première dans ma tête, si je pouvais la mettre en œuvre, ce serait d'aller ponctionner les paradis fiscaux. Je n'ai pas les moyens de la mettre en œuvre. La deuxième dans ma tête, c'est effectivement les contrats de protection juridique. J'en avais d'ailleurs parlé avec votre prédécesseur dès le mois de juillet 2012. Sauf que, pour mettre en œuvre cette disposition, ce n'est pas à Vendôme que ça se fait, cela se fait à Bercy. Et à Bercy, franchement, je suis arrivée avec un bélier. Le métal n'était pas suffisant. C'était l'année dernière, ça. Le travail que nous avons fourni depuis nous permet d'espérer que sur ce champ-là, nous avons peut-être avancé parce que les choses se sont montrées moins fermées ces tout derniers mois que l'année dernière, au moment où justement je négociais mon budget. Donc, ça reste pour moi, après les paradis fiscaux, la première piste à explorer de façon à récupérer de quoi alimenter l'aide juridictionnelle. Et puis, nous avions envisagé, c'était une proposition du CNB d'ailleurs, de taxer les droits d'enregistrement. Évidemment, dans vos querelles de ménage habituelles,
Cela a soulevé des mécontentements de part et d'autre. Mais lorsque, sur les 11 pistes que j'avais fait travailler, nous avons retenu parmi elles une taxe, parce que j'espérais commencer cette réforme. Je rappelle que quand même, j'ai supprimé le timbre de 35 € et que cette suppression du timbre de 35 € a nécessité de trouver 60 millions d'euros. Donc quand je passe mon temps à dire que je ne cherche pas que 60 mais 300, c'est parce que j'avais 2 étapes. La première, c'était la suppression des 35 €. Ensuite, de réformer en profondeur l'aide juridictionnelle. Je vous rappelle simplement que j'avais obtenu, et pas sans peine, la participation de toutes les professions du droit. Et que pour la profession d'avocat, cette taxe de 0,2% ne s'appliquait pas à tous les niveaux de revenus. Mais nous n'avons pas pu en discuter, juste pas pu. Comme sur les taxes d'enregistrement, nous n'avons pas pu en discuter. Lorsque j'ai dit, mais il y a des taxes quand même qui vont pénaliser le pouvoir d'achat de petits métiers comme les artisans, nous n'avons pas pu en discuter. Bon, donc je répète, ces discussions seraient nulles et non avenues si nous pouvions toucher aux paradis fiscaux. Si nous arrivons à avancer ce que je crois possible sur les contrats de protection juridique, évidemment, les autres ponctions éventuelles ne devraient pas être très sensibles. Déjà 0,2%, ça ne devait pas être très sensible. Mais mon souci, ça n'est pas de fragiliser la profession d'avocat, j'en connais les problématiques. Je sais qu'il y a de jeunes avocats qui ont des difficultés à s'assurer un revenu correct. Je sais que vous avez des réflexions sur le métier lui-même et la diversification de ce métier. Je sais que vous vous interrogez sur les conditions d'accès à la profession d'avocat, sur l'avocat d'entreprise et donc une relation qui peut être ambiguë avec l'entreprise, mais la pression même de la situation de la profession fait que vous y réfléchissez. Je sais tout cela. Donc je ne vais pas, moi, venir contribuer d'abord parce que vous êtes sympathique. Donc c'est plutôt un réflexe d'inhibition qu'un élan que de penser à ponctionner vos revenus. Mais je ne vais pas venir contribuer, moi qui connais la situation globale de la profession, je ne vais pas venir contribuer à sa fragilisation. Et faites-moi crédit que lorsque, lors des débats parlementaires, surgissent certaines surprises, je mets en œuvre toute l'énergie que je peux, en tout cas lorsque c'est moi qui représente le gouvernement dans l'hémicycle à ce moment-là, toute l'énergie que je peux pour en limiter les dégâts et parfois pour éliminer la mesure elle-même, ce que nous avons quand même réussi à faire concernant les CARPA. Donc voilà, il n'y a aucune acrimonie ni animosité à l'égard de cette profession. Au contraire, parce que je la sais belle, parce que je la sais indispensable, parce que je crois profondément que cette profession a besoin, au contraire, d'une nouvelle vigueur pour elle-même s'adapter de plus en plus à un droit de plus en plus complexe, à un droit national de plus en plus complexe, à un droit européen qui, par à-coup, vient modifier de plus en plus notre droit national. Et comme vous le disiez, Monsieur le Président du CNB, par ce droit international également dans lequel nous sommes de plus en plus impliqués. Donc nous avons un certain nombre de réformes à faire, faisons-les ensemble. Mais faisons-les avant d'être contraints de les faire, avant de constater que, faute de les avoir faites, ces réformes, nous avons fragilisé l'ensemble de la profession. Et concernant, par exemple, certaines procédures, la mise en état, nous avons à travailler effectivement pour avancer. L'acte d'avocat, vous l'avez conçu, vous l'avez créé. Je vous ai déjà dit que c'est un instrument qui a un bel avenir devant lui et que nous pouvons travailler ensemble pour savoir comment nous élargissons son champ d'intervention. Mesdames et messieurs, j'en ai terminé. Pour vous dire en quelques mots que je suis venue et j'ai passé finalement beaucoup plus de temps que prévu. Je suppose que mon équipe est assez désespérée sur la suite de l'agenda de la journée. Mais je suis venue avec un immense plaisir, honorée par votre invitation, ravie de me retrouver parmi vous. Et je suis extrêmement heureuse du temps que j'ai passé avec vous ce matin. Et c'est avec la plus grande attention que je prendrai connaissance des travaux qui sortiront de vos 2 journées de réflexion à l'occasion de cette 10e édition. Vous dire l'hommage que je veux rendre à qui vous êtes
les avocats du droit de la famille. Vous œuvrez pour la justice. Parce que le droit de la famille, plus encore que n'importe quel autre droit, est un droit délicat, sensible, est une pratique délicate, sensible, parce qu'il ne s'agit pas simplement de connaître le droit et de le dire. Il ne s'agit pas simplement de défendre des dispositions du droit. Il s'agit pour vous d'abord d'accueillir, d'écouter, d'entendre les arguments, mais d'entendre y compris les silences, de comprendre, ou parfois de supposer que vous avez compris. Il s'agit pour vous d'accueillir des personnes qui sont en train de vivre un moment de détresse. Il s'agit pour vous d'accueillir des personnes qui arrivent avec une charge affective extrêmement forte et qui forcément mettent entre vos mains des éléments subjectifs, inexacts parfois, parce qu'ils sont dans une situation de souffrance, de douleur. Ce sont des personnes qui viennent vous apporter un peu de leur misère, en tout cas de leur détresse. André Malraux, en parlant de l'intervention du juge auprès des personnes, disait que le juge est obligé de plonger dans leur misérable tas de secrets. Mais vous ne plongez pas, ni les juges d'ailleurs, dans un misérable tas de secrets. Vous accueillez des personnes en détresse, vous accueillez des personnes en souffrance. Vous recevez, vous écoutez, vous conseillez des personnes dont une belle histoire d'amour est en train de s'éteindre. Mais une histoire d'amour qui parfois grésille ou brasille encore. Vous recevez des personnes qui sont en train de s'enfoncer dans la haine. Vous recevez des personnes qui commencent à pratiquer une violence psychologique l'un contre l'autre, l'une contre l'autre. Vous recevez des personnes que vous devez conseiller, accompagner. Et vous avez un pouvoir extraordinaire à ce moment, extraordinaire. Vous avez le pouvoir de reconstruire des liens qui sont en train de se défaire. Vous avez le pouvoir d'aider à refaire des liens entre d'anciens époux, d'anciens amants qui se sont passionnément aimés et qui malheureusement savent passionnément se haïr. Vous créez une chance, vous créez les conditions d'une chance pour que ces relations se dédramatisent et vous créez les chances que ces relations se normalisent avec les enfants, même si les parents se séparent. Vous pratiquez la justice au quotidien. Vous faites œuvre de justice. Cette justice civile, cette justice familiale, elle est belle, mais elle est difficile. Et pour la famille en particulier, je pense qu'elle tourmente infiniment. Je suis sûre que vous, à chaque décision que vous avez contribué à faire prendre, vous êtes sans doute assez souvent, profondément, infiniment tourmenté. Merci de le faire malgré tout, parce que, sans qu'il y paraisse, vous apportez de la paix, vous apportez de la sérénité, vous créez en tout cas des conditions de paix et de sérénité, et il doit arriver sans doute que vous apportiez immédiatement du bonheur. Merci de le faire et merci de consacrer 2 jours à y réfléchir.